En 1886, le Français Chevreul, connu pour ses travaux sur la loi du contraste simultané des couleurs, fête ses 100 ans. L'événement est l'occasion du premier reportage photographique de l'histoire, publié dans la revue Le Journal Illustré. Les photographies sont prises par Nadar fils, tandis que Nadar père mène l'entretien, dont les extraits serviront de légende aux images. Il n'y a aucune recherche esthétique. Ce qui compte, c'est le naturel, la vivacité d'une conversation entre amis, à laquelle l'image permet de participer, comme si on y était. L'image photographique est transposée sur une plaque de cuivre, ce qui permet de l'imprimer. L'entretien se termine sur la profession de foi du vieux savant. Il faut faire voir, parce que c'est quand je vois que je crois. Ainsi, dès le premier reportage, l'essentiel est dit. Pour la presse, l'image photographique sera avant tout une preuve de la réalité, de la véracité du texte écrit. La mise en page est encore rudimentaire. Les photographies sont alignées comme des colonnes de texte. Mais les progrès des techniques d'imprimerie permettent rapidement des compositions beaucoup plus fantaisistes. En 1903, dans la revue La vie au grand air, des photographies de lutteurs d'une compétition ont été découpées et arrangées pour former un grand point d'interrogation autour duquel s'organise un texte qui pose la question « Qui va gagner ?» Une façon ludique d'associer images, mise en page et texte qui semble préfigurer les calligrammes de Guillaume Apollinaire. Un autre numéro de la revue pose une question encore plus cruciale. Le diabolo est-il un jeu ou un sport ? Les silhouettes sont détourées, les personnages jouent dans l'espace même de la page, tandis que le texte se glisse où il peut. Très à la mode dans les années 30 du XXe siècle, ces photomontages faits à la main et au ciseau par des maquettistes de presse occupent les doubles pages des grandes revues illustrées qui tirent alors à des dizaines de milliers d'exemplaires. La presse illustrée crée ainsi son propre langage, un hybride de photographie et de typographie, où le texte essaye de se faire image, non sans une certaine naïveté figurative. Dans la revue Voilà, un article sur le nouveau marché des voyages prend la forme d'une silhouette de locomotive, se détachant sur un fond de photographies de Kertész, allègrement découpées. Plus radicale, cette image du magazine Vue, qui scrute à la loupe Miss France 1930, s'inspire clairement des photomontages dadaïstes et surréalistes. Pour la réaliser, Kertész a d'abord pris plusieurs clichés de Miss France, sur lesquels il a ensuite prélevé les morceaux de choix de sa femme idéale. L'oreille, car elle doit savoir écouter, dit la légende. L'œil qui nous regarde. La bouche qui sait se taire. Et la bouche que l'homme sait faire sourire. Les clichés d'origine sont en noir et blanc. Chaque élément est teinté au moment de l'impression, avec des encres de couleur qui ajoutent une touche de kitsch à la bizarrerie de l'ensemble. Dans la revue Regard, les photos de David Seymour transformées en engrenages font oublier la césure de la double page pour en faire une composition à part entière. Il y a dans ces montages une véritable volonté d'échapper à la monotonie des formats rectangulaires de la photographie et aux contraintes de l'imprimé. Dans cette autre double page de la même revue intitulée Noces et banquets, les photographies sont du jeune Cartier-Bresson qui ne signe encore que Cartier. Privées de toute autonomie, elles sont au service de la dynamique de l'ensemble, unifiées par la diagonale qui ombre le texte.
Curieusement, on retrouve le même principe dans cette image d'un bar d'une petite ville américaine qui s'étale sur une double page de la revue Life en 1936. Une photographie de Margaret Bourke-White, ou plutôt deux photographies de Margaret Bourke-White, car il s'agit de deux images différentes, du même lieu et de même cadre, prises à quelques instants d'écart. L'échelle d'une des deux photos est réduite au tirage et les deux images sont assemblées pour donner l'impression de n'en faire qu'une. L'œil, abusé par la perspective, met un moment à découvrir la supercherie. Il y a d'autres façons d'utiliser deux fois la même image. Ce portrait de Bijou, une figure du Montparnasse nocturne, a été pris par le photographe Brassailles, un proche de Kertész, pour son livre de 1932, Paris la nuit. L'année suivante, Brassailles revend la même image à une revue anglaise, Illustrated Weekly, qui la publie avec d'autres photographies de Brassailles sur une double page intitulée Midnight in Paris. La mise en page évoque la carte postale par ses effets de symétrie. Au centre, deux grandes images, l'une jouant sur l'horizontale, l'autre sur la verticale. En dessous, deux images de couple, encadrées par des images de rue et de lumière de nuit. Malgré la teinte bleue, rajoutée à l'impression, le travail initial du photographe est à peu près respecté, à condition de ne pas y regarder de trop près. La photographie de ce couple de danseurs semble platement anecdotique, alors que dans l'original non recadré, leurs sourires sont contrebalancés par le regard frontal et buté de la jeune femme à gauche de l'image. Le Pont Neuf dans le brouillard, 1934. Certaines de ces créations de maquettistes sont des œuvres en soi, d'une grande élégance formelle, comme cette double page de Brassailles, La ville dans le brouillard, parue dans le magazine Vue. Les diagonales des lumières et des arbres se répondent d'une image à l'autre et les relient entre elles, tandis que les caractères du titre évoquent un mélange d'opacité et de transparence. L'effet toutefois resterait purement plastique s'il n'y avait, à peine visible tout en bas de la page, la petite figure d'un passant solitaire, ancrant la composition dans le réel. Alors que le travail des photographes français dans les années 30 est marqué par cette sorte de réalisme poétique et atmosphérique, celui des photographes américains s'oriente à la même époque vers le réalisme tout court. Toujours dans le magazine Vue, la même année, une double page intitulée « La poussière contre l'homme » montre les effets désastreux de la pire sécheresse que les États-Unis ont connue et qui a chassé de chez eux des milliers de paysans pauvres du Middle West. Les photos sont publiées sans nom d'auteur. Tout en bas, la plus petite montre une mère et ses enfants dans un camp de réfugiés. L'auteur de l'image est Dorothea Lange. Elle fait partie d'une mission photographique chargée par le gouvernement d'aller sur le terrain pour témoigner par l'image des conditions de vie de ces réfugiés et convaincre ainsi l'opinion publique du bien-fondé des programmes d'aide. En 1936, en Californie, elle tombe par hasard sur une famille abritée sous une tente de fortune. Elle réalise 5 clichés dans lesquels, à son habitude, elle demande aux personnes qu'elle photographie de prendre telle position ou telle attitude et de garder la pose. Parmi ces images, la pose de celle-ci est la moins naturelle, la composition la plus classique. Ces visages cachés de part et d'autre de la mer, dont le regard fixe le lointain, évoquent plutôt l'Angleterre du XIXe siècle que l'Amérique du XXe. Et peut-être est-ce à cause de cela que la photographie va connaître un succès sans précédent. Publiée et republiée, elle devient l'image symbolique de la Grande Dépression. Une allégorie si forte qu'on finit par en faire un timbre-poste. Il
Il n'y a par contre aucune volonté allégorique dans ces photographies faites en 1936 en Alabama par Walker Evans. Parfaitement composées mais sans aucun après, elles parviennent à saisir par leur dépouillement même les conditions de vie des petits paysans dans toute leur misère et toute leur dignité. Kitchen Corner, le coin cuisine. Kitchen Wall, mur de cuisine. Fireplace, cheminée. Evans applique la même démarche frontale aux paysans pauvres qu'il photographie et qui nous dévisagent aussi simplement que nous les dévisageons. Ces images devaient être publiées dans la revue Fortune avec un texte de l'écrivain James Hadji. La revue s'étant désistée, Evans et Hadji en ont tiré un livre devenu mythique, Louons maintenant les grands hommes. Précédant les centaines de pages du texte de James Hadji, les images de Walker Evans sont présentées sans légende, au lecteur d'en trouver le sens. À l'opposé de ces images présentées brutes, pleines pages et sans commentaires, l'Américain Lewis Hine propose dans son livre Men at Work, Les hommes au travail, des arrangements élaborés, associant de façon un peu désuète le texte et l'image. Les photographies sont présentées en triptyque et parfois inversées pour accentuer les effets de symétrie. Et comme si le photographe lui-même n'avait pas confiance dans le pouvoir propre de ces images, il les accompagne de commentaires vagues et lyriques, exaltant l'héroïsme de ces travailleurs, appelés nos soldats. En Europe, en 1936, c'est la vraie guerre. Les troupes du général Franco, aidées par l'Allemagne nazie et son aviation, attaquent la République espagnole. Plusieurs photographes s'engagent du côté républicain. C'est le cas de David Seymour, auteur de cette photographie qui figure sur la couverture de Madrid, un livre militant qu'il réalise avec Robert Capa. On peut lire toute l'angoisse des civils bombardés dans ces visages tournés vers le ciel, alors qu'en réalité, ces gens se pressent au pied d'une tribune lors d'un meeting sur la réforme agraire, et que c'est un pur effet de montage qui change le sens de leur regard. C'est le sort de ces images. Une fois imprimées, elles deviennent des slogans, des symboles, dont la réalité passe au second plan. Photographié par Robert Capa en 1936 pendant la guerre d'Espagne, un soldat républicain à l'instant même où il tombe au combat. Aujourd'hui, c'est une des images les plus emblématiques du XXe siècle, une œuvre unique et autonome. Mais quand elle a été publiée pour la première fois dans le magazine Vue, elle partageait la page avec un autre cliché pris au même endroit, tandis que sur la page d'en face, 5 autres photographies de Capa faisaient pendant. Jouant sur les deux termes, guerre et civil, l'ensemble constitue un véritable récit en images. Les photographies se répondent et s'opposent, les cadres se chevauchent, comme pour dire que leur relation compte plus que chacune prise isolément. Allant plus loin encore, une autre revue s'est débarrassée du cadre qui donne sa force à l'image, pour ne garder que la silhouette, transformée en simple signe. Ce n'est plus un document, c'est un fragment de discours. D'une certaine manière, ce nouveau statut met l'image à l'abri. Une étude récente de la topographie a permis de prouver qu'elle a été prise en réalité à 50 km de la zone des combats lors d'un simple exercice. Mais réalité ou mise en scène, l'homme sur la photographie tombe, et le symbole lui-même ne perd rien de sa force. Il n'y a aucun doute sur la réalité des images que Capa réalise pour la revue Life en juin 1944. Il est alors le seul photographe à débarquer avec la première vague des soldats américains sur Omaha Beach.
Dans l'urgence du témoignage, les questions formelles passent au second plan. Ce qui compte, c'est le sujet. Et si cette photographie prend soudain l'allure d'une image abstraite, c'est par pur accident. Un accident de laboratoire qui a fait fondre l'émulsion des négatifs et détruit la plupart des images que Capa a prises pendant les premières heures du débarquement. Seules 11 images ont survécu, dont celle-là, la plus célèbre, la plus floue. Le texte qui accompagne l'image justifie ce flou par l'excitation du photographe au cœur du combat. Ce mensonge a scandalisé Capa. Mais pour la revue Life, l'explication avait l'avantage de souligner avec plus de force l'héroïsme de son correspondant au front. Cette façon de mettre en scène les exploits d'un photographe vedette a commencé dès les années 30. Ainsi, la revue Vue publie un best-of des plus extraordinaires photographies de l'Allemand Erich Salomon, comme cette image de fenêtre illuminée prise lors d'une réception donnée à Berlin en l'honneur du roi d'Égypte. La photographie montre la débrouillardise du photographe, à qui on a interdit l'accès des lieux et qui a réussi malgré tout à s'introduire dans une salle de bain voisine pour faire son image. La spécialité de Salomon est de photographier comme par effraction les coulisses des grandes conférences internationales. C'est une indiscrétion de connivence où chacun trouve son compte. Les hommes politiques, photographiés endormis dans cette image de 1929, y gagnent en humanité, tandis que la revue peut remplir des pages entières avec un événement qui autrement tiendrait en quelques paragraphes. Aristide Briand en 1931. La photographie a pour légende « Ah, le voilà, le roi des indiscrets ». Le photographe, bien que hors champ, compte tout autant que son sujet. Dans un style plus rugueux, l'Américain Wiggy se met lui aussi en scène. Son rôle, c'est celui du chroniqueur de la nuit new-yorkaise qui parcourt inlassablement la ville au volant d'une voiture dont le coffre lui sert de salle de rédaction. Dans ses déambulations nocturnes, Wiggy ramène des images de meurtres, de nuit à l'opéra, d'arrestations de criminels, jouant des oppositions et du contraste d'un noir et blanc qu'il pousse à l'extrême au tirage pour dramatiser encore plus des situations qui pourtant ne semblent pas en avoir besoin. Il construit sa réputation avec des images de cadavres tout frais. Ici, la police n'a pas encore eu le temps d'enlever le revolver. Dans le panier à salade, 1942. Ces images vont bien au-delà du simple scoop morbide. Les deux hommes embarqués dans un fourgon de police ne dépareilleraient pas dans une anthologie de la photographie surréaliste. Au regard cynique et brutal du reporter de la grande ville, la revue Life oppose le regard sympathique du photographe Eugene Smith. Ici, il a suivi pendant 23 jours un médecin d'une petite ville du Colorado. C'est un reportage placé sous le signe du convenable et construit à la manière d'un film hollywoodien. Cet après-midi, le docteur part pêcher la truite dans la montagne avec des amis. Il est alors 4h15. À 5h, il est à pied d'œuvre. À 5h30, le shérif vient le chercher pour une urgence. Tout ici est convenu, les poses, les regards, jusqu'à cette lumière bien léchée, tout en gamme de gris, qui se garde bien de dramatiser la situation. En 1954, Eugene Smith se révolte contre le conformisme de ces images sans saveur, aussi lisses qu'édifiantes. Il démissionne de la revue Life
et se met à produire des images singulières, énigmatiques, au noir et blanc tranché. C'est un portrait visionnaire de sa ville de Pittsburgh et de ses mystères, une symphonie photographique, dit Smith, pour laquelle il prend 17 000 clichés. Ce projet, dans lequel il engouffre son énergie et sa vie, doit aboutir à un livre. Mais ce livre ne verra jamais le jour. Smith devra se contenter de publier dans une revue de photographie une trentaine de pages sur la composition desquelles il travaille d'arrache-pied pendant des mois. Mais le format de la revue ne lui permet pas de réaliser l'œuvre totale dont il rêvait, et le grand projet s'achève sur un échec. Après sa démission de Life, Smith a rejoint l'agence Magnum que viennent de fonder Capa, Seymour et Cartier-Bresson, considéré alors comme un des plus grands photographes de son temps. Son reportage sur l'URSS de 1954 fait sensation. Les revues présentent ces images comme le premier regard d'un occidental sur l'Union soviétique, un an à peine après la mort de Staline. Cette photographie connaît un succès tout particulier. Elle fait la couverture du magazine allemand Stern, qui proclame finement « Voici ce qu'aucun homme occidental n'a jamais vu ». Elle fait aussi la couverture de Life, qui va également de sa plaisanterie. Revue de détails militaires à un arrêt de trolleybus. Match est plus sérieux. La photo est publiée en page intérieure, avec une légende qui insiste bizarrement sur le marchand de glace ambulant, à peine visible en bord de cadre. En fondant avec Capa et d'autres l'agence Magnum, Cartier-Bresson voulait ainsi protéger l'intégrité de ses images et des légendes face à la presse. En voyant le sort fait à cette photographie de Cartier-Bresson, on comprend pourquoi. Elle est abîmée par la pliure entre les deux pages, qui perturbe le jeu de regard, et la structure de l'espace, qui en font tout le charme. Ce n'est que dans les livres supervisés par le photographe à la fin des années 60 que ces images sont publiées bordées du fameux cadre noir, gage que ces photos n'ont pas été recadrées à la publication. Les cadres noirs de l'américain Richard Avedon remplissent la même fonction. Ce sont les bords réels de ces négatifs au format 8-10 que le photographe utilise pour ses séries de portraits des années 70. Ici, des acteurs de la vie politique américaine, photographiés comme toujours chez Avedon sur un fond totalement neutre, de sorte que le cadre noir devient lui-même décor. C'est la revue Rolling Stone qui a commandé ces 69 portraits, qu'elle publie tels quels, cadre noir compris. Un signe que ces photographies doivent être vues non comme un simple accompagnement visuel, mais comme des œuvres à part entière. Mais alors même que sa dimension artistique se voit ainsi reconnue, la grande tradition de la photographie de presse dans la lignée de Capa, Lange ou Evans touche à sa fin. Ce n'est pas par manque d'événements dramatiques ni de grands photographes, comme le montrent ces images de Joseph Koudelka sur l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, publiées en 1969, un an après l'événement, par le Sunday Times Magazine et la revue Look. Mais ces grandes revues, qui tout au long du XXe siècle ont popularisé le regard photographique, sont en perte de vitesse. Dépassées par la télévision et son flux incessant d'images d'actualité, débarrassées de toute ambition formelle. Face à cela, la photographie devra affirmer à nouveau ce qui fait sa véritable force, sa capacité à créer des images uniques qui font mémoire. Comme cette avenue de Prague,
photographiée par Joseph Koudelka au lendemain de l'invasion. Une image qui montre au-delà du simple événement ce que cela signifie d'avoir été là.